Et nous sommes très honorés de vous accueillir ici, à l'hôtel de Métropole, dans la salle du Conseil de Métropole. Donc, moi, j'occupe, quand le Conseil se réunit, cette position-là, et vous êtes sur la place des conseillers métropolitains, qui peuvent être soit des maires, 31 au total, dont le maire de Montpellier, puisque notre intercommunalité, c'est 31 communes, et puis des conseillers métropolitains, soit 92 membres. Et donc ici, on discute de beaucoup de sujets, la gestion de l'eau, la politique de transport, la politique du logement, d'urbanisme, développement économique, les modalités d'expression de la démocratie sur notre territoire. Donc, très heureux de vous accueillir dans ce lieu. Je ne vais pas être plus long parce que je reviendrai vous parler tout à l'heure sur le thème qui est pour nous une première sous ce format de convention citoyenne et l'IA. Et je vais céder la parole à mes deux collègues élus que je veux remercier, Manu Reynaud et Séverine Saint-Martin, qui vont vous dire quelques mots. Anne-Laurent et Philippe Auger, président de l'université, et Anne-Laurent, vice-présidente, et qui suit ça. Et je veux absolument saluer et remercier très chaleureusement l'un des plus grands chercheurs de ce temps, Cédric Villani. Ah ben si. Non mais moi je le dis, depuis que maintenant j'écoute tout votre podcast sur France Culture, très bien. Moi que je suis nul en maths, sur les dérivés, je me suis régalé. Voilà, qui nous fait l'immense honneur de sa présence et de vous accompagner durant les travaux de cette convention citoyenne. Voilà. Manu. Oui, bonjour, Manu Reynaud. Alors, je suis adjoint, deuxième adjoint au maire au numérique. Alors, figurez à la ville intelligente. Figurez-vous que quand Mickaël Delafosse m'a proposé cette délégation à la ville intelligente, c'était quand même une sacrée responsabilité. Parce que vous imaginez ce que ça peut faire comme diversion par rapport aux autres qui n'ont pas cette délégation à la ville intelligente. Au départ, c'était plutôt la ville intelligente biologique. Puis finalement, on est arrivé à la ville intelligente artificielle. Et pour le coup, c'est vraiment une vraie interrogation. Alors, je le redis, comme disait Mickaël, qu'on a la chance d'avoir Cédric Villani aujourd'hui pour engager ce débat et cette discussion. Et je vous le dis, moi, je serai demain avec vous aussi pour profiter de cet échange, parce que c'est extraordinaire de pouvoir le faire et de pouvoir avoir ce recul nécessaire face à ce qui est en train de se passer. Parce qu'il faut se le dire entre nous, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau, en fait. On pourra y revenir technologiquement. C'est quelque chose qui a été mis en valeur avec, effectivement, l'arrivée de ChatGPT, l'arrivée de l'IA générative. Mais l'IA, c'est déjà dans nos vies, c'est déjà partout. Mais il y a une question d'appréhension. Et ce qu'on a voulu faire ici, à la métropole, avec Mickaël Delafosse et toute l'équipe, c'est à un moment donné de se poser les questions dans le bon sens et au bon moment. Parce que ça arrive maintenant dans la perception du public, c'est déjà partout et ça va être de plus en plus partout. Mais il faut se poser les questions dans l'ordre. C'est qu'à un moment donné, oui, on ne va pas subir. Et nous, la volonté ici, ça a été de dire on ne veut pas subir. On ne veut pas. On a été la première collectivité à dire nos agents n'utiliseront pas de ChatGPT parce que vous le savez, vous l'avez lu dans la presse, ça ne respecte pas pour certaines choses la loi et ça ne dit pas forcément les bonnes choses. Donc à ce titre-là, vous le savez, nous, quand on fait, et vous le voyez dans la ville, quand on implante, je prends toujours cet exemple, un feu rouge dans la ville, eh bien, il y a des process, c'est-à-dire qu'on doit vérifier, on étudie, on fait en sorte. Et alors, si le feu rouge a le malheur de se retrouver, alors ça, vous allez l'apprendre, sur un carrefour avec le tramway, alors là, il faut une autorisation auprès du ministère. Alors tout ça, c'est compliqué, mais c'est nécessaire, c'est-à-dire qu'il y a des processus. Et avec ChatGPT, on se retrouvait sans processus. Donc voilà, c'était vraiment s'interroger sur ces questions-là. Et l'approche qui a été dite, c'est une question de méthode. C'est ce qu'on a fait avec Mickaël sur ces questions-là, c'est de dire quand on ne sait pas, quand il arrive tout ça, et qu'il y a beaucoup de défiance, on nous a annoncé la fin de la démocratie d'un côté et la fin des emplois. Ça fait beaucoup d'un coup, surtout je vous rappelle qu'il y a quand même la transition écologique à gérer. Donc à un moment donné, quand vous avez le dérèglement climatique et d'un côté plus d'emplois et plus de démocratie, ça fait beaucoup. Mais c'est pas comme ça qu'on a souhaité l'aborder, c'est d'abord une question de méthode. Et la première initiative qui a été prise, c'est de réunir ceux qui, à Montpellier, étaient en capacité d'éclairer des décisions et d'éclairer des décisions de politique publique. Et une fois de plus, on a été les premiers à le faire parce que quand on ne sait pas, il faut moins s'interroger sur la méthode. Donc oui, on a vu un certain nombre de gens, dont le président de l'université qui est ici, dont Anne-Laurent qui est vice-président de l'université, des chefs et des chefs d'entreprise, des gens qui avaient une connaissance de près ou de loin. Et on les a réunis pour qu'ils nous disent vers quoi on va aller. Vous savez ce qu'ils nous ont dit en premier parmi les préconisations, il y en a eu plusieurs des préconisations, ils nous ont dit faites une convention citoyenne. Parce que eux, les experts, eux, ceux qui l'utilisent, ils avaient besoin de se dire qu'à un moment donné, ces questions-là, elles sont politiques pas au sens partisan, elles sont politiques parce qu'elles ont en capacité de gérer l'organisation de la société. Et gérer l'organisation de la société dans une structure, une construction démocratique, c'est à un moment donné s'interroger et faire des choix
ensemble et de façon de réguler. Et donc je dirais, vous avez une chance formidable, moi je vous le dis comme ça, parce que vous allez pouvoir échanger tout au long de ces différents échanges que vous allez pouvoir avoir, déjà avec Cédric Villani, ça c'est une question, mais aussi avec tout un tas d'experts, vous aurez aussi la possibilité d'en solliciter d'autres, et finalement d'échanger entre vous, et c'est assez magique de pouvoir se poser des questions, de se poser des questions au bon moment. On espère aussi que ça va faire école, parce que c'est des questions qui sont vraiment essentielles à se poser, puis c'est un moment magique, on attend aussi quelques surprises, hein, parce que vous puissiez, en regardant, en écoutant, et ben peut-être nous étonner, parce que c'est, je pense, le plus... Et puis, il y a une chose qu'il faut se dire sur ces questions, et j'en terminerai là-dessus, c'est que je pense que le plus important, c'est de verbaliser, c'est de débattre et c'est de discuter. Et c'est essentiel parce que quand on verbalise, on démystifie. Et il n'y a pas d'histoire de complot, on comprend. Et ça, c'est important. Et puis, Mickaël, je te recite, quand tu as reçu le prix sur la laïcité il y a 2 jours, on a choisi de s'adresser à l'intelligence des gens. C'est un choix. Et là, je pense qu'on parle d'intelligence artificielle, mais on choisit surtout de s'attacher à l'intelligence des gens, à votre intelligence, pour faire en sorte qu'on puisse, et celle-là, elle est naturelle, pour qu'on puisse voir comment on appréhende cette question-là pour les politiques publiques, pour celles que vous allez vivre, c'est-à-dire les politiques publiques, c'est le standard à la mairie, c'est comment on dépose un dossier, c'est comment on gère les transports et de quelle façon sur vos données. Tout ça, c'est des trucs aussi très pratico-pratiques, ils sont conceptuels, mais il ne faut pas confondre la complexité. Quelque chose qui est complexe et quelque chose qui est compliqué. En tout cas, merci d'avoir commencé à participer. On attend vraiment de voir comment tout ça va se passer. Encore, merci de participer à cette convention. Merci beaucoup, Manu. Je donne la parole à Séverine Saint-Martin, qui est notre déléguée au renouveau démocratique. Donc, cette initiative de convention citoyenne qui est une première pour nous. Séverine va vous en donner un petit peu les modalités, les tenants, les aboutissants. Eh bien, je renouvelle mes bonjours à toutes et tous. Je vais commencer par vous exprimer toute ma joie de vous découvrir ce soir. Quand Manu Reynaud parle de fin de la démocratie, je ne crois pas. On ouvre là, en tout cas, un exercice démocratique, un exercice dans lequel il va y avoir du débat, il va y avoir des discussions, des échanges entre vous. Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir vous nourrir aussi, mais vous allez cheminer pour aller sur la rédaction d'un avis, de recommandations qui vont dans l'intérêt général, mais aussi, vous pourrez, si vous voyez qu'il y a des controverses, argumenter ces controverses-là. Alors, vous avez été nombreux à me poser, quand je vous ai salué, deux questions. Pourquoi cette convention citoyenne et comment on a été choisi ? Autant lever le voile directement sur ce sujet. Comment vous avez été choisi ? Tout simplement, on a fait appel à une entreprise de panélistes qui, sur la base de listes de numéros de téléphone, vous ont appelé, bien évidemment, en veillant à respecter des critères, c'est-à-dire des habitants de l'ensemble des communes de la métropole, en fonction du poids du nombre d'habitants. Donc, vous êtes Montpelliéraine et Montpelliérain un petit peu plus nombreux que les habitants des autres communes de la métropole, mais vous êtes habitants de la métropole, en respectant aussi, vous voyez que vous êtes des habitantes et des habitants, et représentant tout âge de notre population. Voilà comment vous avez été appelés, et je voulais vous remercier d'avoir accepté, en tout cas de contribuer, puisque nous démarrons ce soir, et nous allons travailler, vous allez travailler, cheminer avec nous jusque le mois de janvier. Alors pourquoi cette convention ? Quel est le thème de cette convention ? Vous voyez, c'est écrit « Quelle intelligence artificielle au service des habitants et du territoire ». Il se trouve que forcément vous arrivez avec des idées, voire peut-être même des idées, des a priori sur l'intelligence artificielle. Vous arrivez en étant pour ou contre, vous arrivez déjà avec un avis. Il se trouve que la question n'est pas forcément de savoir si on est pour ou contre, la question est de savoir comment la métropole va mettre en œuvre une stratégie des données et de l'intelligence artificielle pour développer des politiques qui peuvent utiliser l'IA au service des habitants et au service de politiques publiques plus
adéquates, améliorer? Tout ça sont des questions, hein. On n'a pas encore les réponses. Vous allez les faire avec nous, les écrire avec nous. Vous allez en tout cas nous produire un avis là-dessus. Et pour faire en sorte que vous puissiez nous dire quels usages souhaités ou pas de l'utilisation de l'IA, pour quelle politique publique priorisée vous voyez l'utilisation de l'IA, quelles seraient pour vous les conditions de mise en œuvre de l'IA, quel aspect, enjeu à travailler et quel impact concret on pourrait attendre de l'utilisation de l'IA. Vous voyez, on ne va pas chercher de faire de vous des experts techniques de l'intelligence artificielle. Vous êtes toutes et tous en capacité de pouvoir réfléchir sur ce sujet et de pouvoir formuler un avis. Je voudrais tout de suite vous rassurer sur ce point-là. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un sujet dont on entend parler dans tous les journaux. C'est un sujet sur lequel, si vous avez accepté, vous vous sentez concerné, en tout cas par cette réflexion collective. Excusez-moi. Vous allez être accompagné tout au long de cette réflexion par des auditions, des experts qui vont venir nourrir votre réflexion. Vous allez nous poser des questions à laquelle on va s'attacher à rechercher aussi des professionnels qui vont pouvoir alimenter les questions que vous vous posez. Et petit à petit, vous allez cheminer dans cette réflexion-là. Donc la première chose que je voulais vous dire ce soir, c'est merci beaucoup d'avoir accepté d'être membre de cette convention. 2, vous êtes tout à fait en capacité de pouvoir produire cet avis. Alors, à quoi va servir cet avis ? Excusez-moi. À quoi va servir cet avis ? C'est une convention citoyenne. Vous avez entendu parler de convention citoyenne au niveau national et forcément, vous avez entendu parler d'impact ou pas des travaux menés par les membres de la convention citoyenne. Là aussi, je veux vous rassurer. Nous avons souhaité, avec Mickaël Delafosse, instaurer cet exercice démocratique à un moment clé de l'élaboration de l'élaboration de la politique publique, puisque nous sommes en amont de la réflexion sur la stratégie de la donnée et de l'intelligence artificielle de la métropole. Se situer en amont, ça veut dire quoi ? Cela veut dire que les recommandations, l'avis que vous allez écrire va venir nourrir, enrichir, intégrer cette stratégie. Vous allez travailler pour produire cet avis jusqu'au mois de janvier 2024 et nous présenterons au printemps au Conseil de métropole votre avis et la stratégie de la donnée et IA de la métropole. En parallèle, pour vous permettre de voir quel a été l'impact de votre réflexion et de vos travaux. Donc, pourquoi cette convention ? Je pense que vous commencez à comprendre que l'on se rencontre ce soir et c'est l'ouverture de 3 week-ends de réflexion qui vont alimenter et qui vont nous permettre de pouvoir, en tout cas, élaborer cette stratégie. Il y a peut-être des sujets, comme je le disais, sur lesquels vous n'allez pas forcément aller à un consensus, vous n'allez pas forcément aller sur un accord collectif, et ce n'est pas grave à partir du moment où vous aurez argumenté les controverses sur des questions qui peuvent, à un moment donné, être soulevées. Le rôle du politique, c'est de s'emparer de ces controverses-là et de pouvoir prendre position, en tout cas, sur l'avis que vous allez formuler. Et l'engagement que nous prenons, c'est d'apporter une réponse argumentée à tout ce que vous allez nous donner, en tout cas, et de pouvoir intégrer dans notre réflexion et notre stratégie les recommandations, les avis que vous allez formuler. Donc, je vais être très, très claire sur cet impact, parce que je sais que c'est une question que souvent se pose
les citoyens au moment de démarrer un exercice de démocratie et de prendre du temps. Voilà, je crois que j'ai répondu à vos 2 principales questions. C'est un sujet majeur sur lequel on va être regardé, forcément, puisque je crois que nous sommes la première métropole à s'emparer d'un sujet sur l'intelligence artificielle et sur un impact qu'il peut avoir au niveau des politiques publiques, en sachant que nous avons des enjeux à travailler ensemble. Donc, je vous souhaite d'avoir de beaux échanges, de beaux débats, d'être à l'écoute les uns des autres et de faire de beaux travaux délibératifs jusqu'au mois de mars. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Séverine. Après les élus, les paroles universitaires, Anne-Philippe, allez. Président universitaire, nous remercions de votre présence. Merci, monsieur le président de la métropole et maire de Montpellier. Bien, mesdames, messieurs, chers collègues aussi, parce que je voudrais saluer le doyen de la faculté des sciences, le directeur de l'école d'ingénieurs Polytech, qui sont également là. 2 composantes qui sont particulièrement, je dirais, impliquées, composantes de formation sur la thématique de l'intelligence artificielle, mais quand on regarde leur laboratoire de recherche, le LIRM pour un, l'IMAG pour l'autre, dont il a présidé ou destiné pendant un certain temps, c'est aussi des communautés de mathématiciens et ensuite informaticiens, roboticiens, autres qui sont également représentés avec vous. Très heureux d'être là pour 2 raisons. D'abord, en premier lieu, je dirais sur le processus, la forme donc que prend le débat. Et ensuite, plus sur le fond, c'est-à-dire l'objet même, la thématique qui nous rassemble, qui va vous rassembler pendant plusieurs semaines, plusieurs week-ends. D'abord, la forme. La forme, c'est vrai que très souvent, nous avons des débats, positionnements d'universitaires avec des fois nos certitudes. Le positionnement prétendu être le positionnement d'experts, et puis la confrontation entre l'expert universitaire, qu'il soit de l'université, qu'il soit des organismes, le lien avec le politique. Or, eh bien, c'est pas que ça la société, mais c'est également des échanges. Des échanges avec la volonté de démystifier certains concepts, la volonté de débattre, de lever des doutes, de lever également parfois des certitudes ou de combattre les certitudes, et finalement d'avoir un échange avec les citoyennes et citoyens, eh bien, permet d'alimenter le débat et de connaître les craintes, les préoccupations, les attentes que peuvent avoir chacun d'entre nous, vous face à nous, mais également nous sur notre débat en tant que citoyens. Ensuite, sur la thématique. La thématique, donc, l'intelligence artificielle. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, je dirais, au cœur de nombreux débats, alors dans les médias, dans la société, dans la vie politique, dans l'université. Mais je veux dire que pour une université comme l'Université de Montpellier, eh bien, cette question de l'intelligence artificielle, nous devons la prendre à bras-le-corps, je dirais, sur 3 aspects, sur 3 missions. D'une part, la recherche, d'autre part, la formation, et puis également sur le lien science-société, ce qu'on appelait avant la diffusion des savoirs, qui maintenant est notre notion, c'est plutôt aujourd'hui le lien science et diffusion donc des savoirs vers la société dans sa diversité. Sur la recherche, je serai assez bref, et Anne, qui interviendra juste après moi, donc elle aura plus de compétences et pourra revenir dessus. Mais vous savez, sur la recherche, au niveau de Montpellier, nous avons voulu avoir une labellisation autour des sciences du vivant et de l'environnement. Une visibilité singulière sur des communautés, des champs disciplinaires, que ce soit donc par exemple l'écologie, que ce soit l'eau, que ce soit la santé, pour donner quelques exemples, et qui travaillent aussi aux interfaces avec d'autres communautés, les informaticiens, les mathématiciens. Pourquoi ? Parce qu'on travaille beaucoup sur la donnée, la production de données, le concept de données, le stockage de données. Parfois on dit aussi, mais Anne pourrait vous dire, le nettoyage de la donnée pour la rendre exploitable, et donc ensuite pour pouvoir modéliser. Donc là, il y a un élément pour nous, avec ces questions d'intelligence artificielle, un objet même, je dirais, de recherche pour aller dans le sens d'être encore plus performant sur les thématiques aujourd'hui où nous avons notre visibilité. Le second aspect de l'université, c'est la formation. Et la formation, c'est à différents niveaux. Des formations pour aujourd'hui, eh bien, avoir demain dans
nos établissements des gens qui auront vocation à devenir des experts en intelligence artificielle. Oui, des formations qui devront se monter avec le temps, mais aussi l'idée que chacun de nos étudiantes et étudiants doit avoir un bagage, un socle de connaissances, un socle de compétences sur ces questions-là. Vous savez, dans les universités, après avoir dit il y a quelques années qu'il fallait que nos étudiantes et étudiants aient un socle de compétences en langue étrangère, après avoir dit qu'il fallait qu'ils aient un socle de compétences en informatique, après avoir dit plus récemment, aujourd'hui, qu'il fallait qu'ils aient un socle de compétences au niveau des transitions écologiques, donc les enjeux sociétaux. Eh bien là aussi, il y a un quatrième socle de compétences à acquérir, ou à faire acquérir à nos étudiants, donc à repenser nos formations autour de ces questions donc d'intelligence artificielle, pour faire aussi de nos étudiants, certes diplômés, mais des citoyens éclairés, même si ensuite, au quotidien de leur vie professionnelle, eh bien, ils ne manipuleront peut-être pas donc l'intelligence artificielle donc chaque jour. Et puis le troisième objet, c'est le lien science-société. Parce que l'université, on la présente comme marchant sur deux jambes, la formation, la recherche, certes, mais les missions du service public, il y a autre chose. Il y a l'ouverture internationale, incluant l'aspect européen. Il y a également donc la formation autour de la vie. Et puis il y a la diffusion de la culture scientifique. On disait ça hier. On dit aujourd'hui le lien science-société, c'est-à-dire aller vers le grand public, le plus grand nombre, pour diffuser les savoirs, lever les inquiétudes et autres. Et là, si je dis cette notion-là ou cette émission-là, c'est parce que nous avons signé cette semaine, et le maire président a signé donc avec l'université, une convention avec donc la métropole, la ville, le département, la région et bien évidemment le rectorat, pour faire en sorte que l'université puisse aller former au plus près à l'ensemble donc des étudiants, à l'ensemble des lycéens, des collégiens, mais également à leurs formateurs, les enseignantes et enseignants, pour donner aussi un socle au-delà de nos murs, au-delà de nos publics traditionnels de l'université, un socle donc de connaissances, de compétences. Parce qu'il faut diffuser les savoirs et aller donc au plus proche pour rencontrer ceux qui, parce que c'est les étudiants, c'est les collégiens, seront après de la famille pour en parler, donc pour également donc lever des craintes et diffuser également aussi quelques vérités là-dessus. Donc à travers cette convention citoyenne, certes, vous voyez, il y a la forme qui est intéressante pour nous, débattre donc avec d'autres habitants de la métropole, mais également ça rentre dans le cœur de métier de l'université à travers donc ces trois éléments, recherche, formation et ouverture sur la société. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Philippe. Anne. Merci. Moi, je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui, assez fière que ce soit à Montpellier, que se tienne cette convention citoyenne, et très reconnaissante du temps que vous allez prendre pour ces travaux au cours des week-ends à venir, et je pense que ça va être très riche. Je ne doute pas que vous en retiriez des choses aussi pour vous, mais nous, c'est évident. Allons en bénéficier, c'est vraiment très, très important. Alors moi, je suis enseignante-chercheuse en informatique, donc j'ai un biais quand j'entre dans l'intelligence artificielle, parce que je suis tombée dedans assez jeune dans mes études. Donc je fais à la fois de la recherche en intelligence artificielle. Je m'intéresse beaucoup aux aspects de la donnée, ça a été dit. C'est vraiment le matériau de base. C'est ce qui ne se voit pas, c'est ce qui prend beaucoup de temps, c'est très chronophage, c'est fastidieux. Mais c'est le terreau absolument nécessaire pour avoir des intelligences artificielles les plus éthiques et responsables possibles, pour qu'on évite les biais, pour qu'on évite que les IA ne recommandent qu'aux garçons de faire des études en informatique, par exemple, et pour que tout se passe bien après, parce que les statisticiens ont plein d'avantages, je me tourne vers Jean-Michel, mais il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. Donc, un des sujets, par exemple, sur lesquels travaillent nos chercheurs au sein de l'université, dans les laboratoires de recherche, c'est ce qu'on appelle les IA hybrides. C'est comment est-ce qu'on peut à la fois bénéficier de l'intelligence humaine, de toute cette somme de connaissances qu'ont accumulé nos ancêtres et qu'on est en train de travailler, et puis la nouveauté, la facilité, la faculté de nos machines maintenant à apprendre à partir de données. C'est des choses qu'on fait beaucoup. Alors, il y a des illustrations. On peut déployer, par exemple, des intelligences artificielles hybrides qui couplent, qui mettent ensemble, qui prennent avantage et qui tirent parti, par exemple, de tout ce qu'ont fait nos chercheurs autour de l'eau. Et à Montpellier, c'est une thématique très, très fortement ancrée pour modéliser le monde, le mettre en équation et puis
coupler ça, l'enrichir avec un ensemble de données. On a des beaux résultats à Montpellier là-dessus. C'est aussi une façon de travailler sur des intelligences artificielles qu'on dit explicables, voire interprétables. Parce qu'il y a cette notion de responsabilité qui est associée à ça. Et c'est aussi des sujets qu'on traite au sein de l'université en lien avec les juristes, puisqu'il y a beaucoup de questions sur les données, sur non seulement les usages, mais aussi sur les règlements. Je voudrais saluer aussi la présence d'Arnaud Youalalen qui couple en fait des aspects très formels, très mathématiques et informatiques avec ces aspects réglementaires et dont la société va venir interroger, voire certifier les intelligences artificielles qui seront mises en place au sens de la conformité au règlement européen. Et c'est des choses très importantes. Et c'est à Montpellier que ça se passe. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi, le président Roger l'a rappelé, d'une intelligence artificielle aux interfaces. Alors, on est parfois embêté et interrogé, et notamment là, dans le cadre du dépôt du dossier, sur si vous travaillez sur les intelligences artificielles aux interfaces avec Nourrir, Soigner, Protéger, alors peut-être n'êtes-vous que, entre guillemets, des utilisateurs des intelligences artificielles et non pas des contributeurs scientifiques à ça. C'est faux. À Montpellier, on travaille beaucoup en interdisciplinarité et là, en fait, les travaux qui sont menés viennent coupler vraiment les compétences de nos chercheurs dans ce qu'on appelle le cœur de l'intelligence artificielle, des recherches vraiment très ancrées dans la mathématique et l'informatique, et puis ces aspects disciplinaires et thématiques. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on fait beaucoup. Et puis, il y a aussi un ancrage assez fort à Montpellier avec la robotique, donc ça peut avoir aussi des liens avec la santé. Et c'est une des formations d'ailleurs qui se monte, je salue Madalina Croatorio, qui est là et qui pilote un master autour de IA et robotique. C'est des sujets qui nous interrogent aussi, nous humains, parce que quand on pense IA, parfois la première image qu'on a, qui nous vient en tête, c'est celle d'un robot. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles vous sachez qu'on travaille. Alors, évidemment, ça demande, comme l'a dit le président Angers, que nos étudiants soient formés, soient informés, soient sensibilisés. Donc on s'y attache. On s'attache aussi à transformer nos enseignements, bien sûr, pour y intégrer l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, on a un collègue à la faculté de médecine qui utilise les IA pour former les futurs médecins au diagnostic. Donc, évidemment, il a en tête de faire apprendre aux IA comment on peut aider ces futurs médecins à diagnostiquer. Mais cette intelligence artificielle qu'il a créée, en fait, elle vient créer des profils de patients. Donc, évidemment, avec des données cliniques, des données très médicales sur ces patients, mais aussi avec un certain profil, avec une histoire, avec un quotidien, une alimentation particulière. Enfin, on a tous notre façon de bouger, de faire du sport ou pas, de manger, etc. Et il a mis ça dans une intelligence artificielle et les futurs médecins s'entraînent à échanger, alors avec les fameux prompts d'intelligence artificielle, à échanger avec ces patients simulés par l'IA et ils ont un temps limité pour porter le diagnostic. C'est une IA qui vient évaluer leur faculté à diagnostiquer et cette IA, non seulement évidemment va vérifier que le diagnostic est le bon, mais va aussi vérifier que ces futurs médecins se sont adressés à leurs patients dans les bons termes, qu'ils les ont salués, qu'ils se sont présentés, qu'ils ont été polis, qu'ils leur ont parlé avec un niveau de langage qui est adapté à la situation. Et ça, c'est un des usages de l'IA qui est porté et qui est une belle illustration, je trouve, de ce qu'on peut en faire dans nos universités et dans nos établissements. Alors, on sort là cette semaine évidemment de la signature d'un accord, mais aussi du dépôt d'un projet. Et donc à Montpellier, il faut saluer aussi l'engagement collectif, je crois, de tout le monde autour de ce projet-là, qui repose sur 3 grandes ambitions. Continuer, renforcer une recherche d'excellence en intelligence artificielle et une recherche d'excellence aux interfaces avec la santé et l'environnement sur nos 3 piliers, nourrir, soigner, protéger. C'est massifier, alors même si le terme n'est peut-être pas très élégant, mais massifier les usages de l'IA tout en gardant, et ça a été dit et redit, un regard éclairé sur ces usages-là. Donc là, il y a deux sous-projets sur lesquels on travaille. Une usine à cas d'usage, comment est-ce qu'on identifie
des cas d'usage, comment est-ce qu'on les trouve, comment est-ce qu'on décide si on les mène ou pas. Si on les mène, comment est-ce qu'on fait scientifiquement, techniquement pour les mettre en place, et puis comment est-ce qu'on les suit. Parce que la question va de plus en plus se poser du suivi de ces intelligences artificielles qui vont être déployées et qu'il faut suivre. Il faut la même vigilance vers les IA que celle qu'on a vers les médicaments, par exemple. On va créer, et c'est déjà en place en partie, il y a des collègues du CINES qui sont là, parce qu'on a la chance à Montpellier d'avoir des infrastructures de très haut niveau, national voire international. On va créer des environnements souverains pour que les données, les IA soient portées sur des environnements et des machines dont on a la maîtrise. Et puis la troisième ambition du projet qu'on porte collectivement, et ça a été rappelé, c'est les enjeux de formation, de dissémination. Et là, on va créer et renforcer des formations existantes. On va aussi mettre en place les halles de l'IA, qui seront un lieu vers tous les publics, qu'on soit décideur, qu'on soit citoyen, qu'on soit expert des IA. Il y aura une programmation qui sera adaptée à tout le monde et qu'on va faire vivre au fur et à mesure des mois et des prochaines années. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Anne-Laurent. Cédric Villani, que vous avez passé la journée. Merci, Monsieur le maire président. Merci, cher Michael Delafosse. Chers amis, c'est avec plaisir et avec émotion que je vous rencontre aujourd'hui. Incarné, existant comme un groupe d'humains, après qu'on a pendant des mois parlé de cette convention, ce que ce serait, quelles règles, vous voici. Qu'il soit très clair, malgré ce que Monsieur le maire président disait tout à l'heure, me présentant comme une sorte de star, que la star ici aujourd'hui, c'est vous. Moi, je suis en train de devenir quasiment une banalité. On me voit partout, je suis sur YouTube, sur France Culture. Rien que cette semaine, j'ai fait 6 conférences ici et là en France. Alors qu'une convention citoyenne assemblée pour résoudre un problème technique au service d'un territoire, ça c'est rare. Ça demande de l'organisation et une combinaison d'ingrédients pour fonctionner. Quand on pose la question comment un territoire va aborder une problématique technique, il y a plusieurs façons de répondre. La façon, c'est de demander c'est quoi la position des élus. Les élus ils vont répondre en fonction de ce qu'ils pensent en leur âme et conscience, de la position du parti, parfois c'est les consignes, parfois c'est la tradition. Mais ils sont évidemment tenus par certains fils, certaines règles, leur expérience. On peut demander aux experts, mais les experts ils viennent avec leur culture propre aussi, leurs réflexes, parfois leurs biais. Il y a eu des travaux fascinants en théorie de la décision qui ont montré que parfois les experts se débrouillent moins bien que la moyenne pour prédire ce qui allait arriver dans leur discipline. On a vu en particulier sur les relations internationales, il y a eu des expériences où quand on interroge des experts, des diplomates, des personnes dont c'est le métier sur l'avenir du monde, ils tombent moins bien qu'un panel de non-experts à qui on fournit les informations, et c'est normal. Si vous êtes expert, vous avez envie que votre sujet marche, vous avez envie de servir à quelque chose. Si vous êtes en diplomatie, vous avez envie que la diplomatie fonctionne, vous avez un biais par rapport à ça. Mais une assemblée de non-experts, elle n'a pas ces biais. Il faut qu'elle soit bien informée, cette assemblée, mais elle part avec un avantage sur les experts en quelque sorte. Vous pouvez demander aux associations maintenant. Mais les associations aussi, elles ont été fondées dans un but. Certains vont défendre la liberté dans ceci ou cela, d'autres vont défendre tel intérêt et autre, et c'est normal. Et la réponse sera différente à chaque fois. Et puis on peut demander à la structure la plus représentative qui soit d'une population, celle qui est obtenue par le jeu du hasard. Ici, c'est le mathématicien qui parle. Rien n'est plus représentatif que le hasard. Il y a quelques petits biais à corriger si on s'en remet au hasard pur quand on sollicite des citoyens par rapport aux personnes qui pourraient, certaines catégories socio-professionnelles ou tranches d'âge qui pourront répondre plus ou moins spontanément. Des choses à corriger, c'est le boulot d'un agent panéliste qui fait ça pour que ce qui arrive à la fin soit aussi proche que possible de ce que donnerait un tirage au hasard parfait. Et ça a une légitimité par certains côtés la plus forte. Notre Constitution nous dit la démocratie, notre République, elle est censée agir par le peuple, pour le peuple, au nom du peuple, en un sens, aujourd'hui, c'est vous qui représentez
le plus proprement possible cet idéal par le peuple, pour le peuple, au nom du peuple. Donc ça sera à vous les chefs dans l'exercice. Il faut bien garder ça en tête. On voit que les réponses, je vous disais, de ces différentes formules sont différentes. Quand on regarde par exemple les exercices de révision régulière des lois de bioéthique, où à chaque fois, on demande aux élus ce qu'ils en pensent, on demande aux experts du comité national d'éthique, qui travaille sur les sujets de bioéthique, le CCNE, comité consultatif. On organise aussi des débats citoyens dans lesquels souvent sont les acteurs associatifs les plus engagés, ceux qui se mobilisent le plus dans ces débats. Et puis on demande aussi un panel citoyen. Et on voit les résultats qui ont des nuances importantes parfois. Et personnellement, les quelques fois où je me suis plongé dans ces rapports, j'avais trouvé que c'était l'opinion du panel qui était la plus intéressante. Souvent plus variée, souvent plus proche d'une position équilibrée que les autres formules. Ayez conscience de cet avantage et donc des attentes qui sont sur vous. Maintenant, je suis ici devant vous avec plusieurs casquettes. En tant que mathématicien en premier, quelqu'un qui a travaillé sur des sujets, qui a consacré le gros de sa carrière professionnelle à travailler sur des sujets où on s'intéresse aux architectures abstraites, à ce qui sous-tend les démonstrations et les algorithmes, mais aussi en tant que quelqu'un qui a passé un temps considérable à faire de la vulgarisation scientifique, des conférences pour des étudiants, pour des écoles, pour qui sait quoi. Donc passionné par la question de la transmission scientifique entre les experts et les citoyens, mais aussi en tant qu'ancien président pas d'université, mais d'un institut de recherche universitaire, et donc conscient des devoirs qu'un institut de recherche a vis-à-vis de la recherche d'une part et la société d'autre part. Et puis en tant qu'ancien député, qui s'est frotté à l'exercice démocratique, qui a aussi compris la leçon principale que j'en ai tirée, c'est que dans les sujets qui mêlent science et démocratie, les sujets techniques, on arrive à les résoudre quand ils sont résolubles. Les sujets humains, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus lent, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus tortueux. Donc il faut insister encore davantage là-dessus. L'intelligence artificielle, c'est un sujet technique, interdisciplinaire, dans lequel les problèmes liés à la partie mathématique ou informatique, les sujets vraiment techniques, sont minoritaires par rapport à l'ensemble des problèmes à résoudre. Et la majorité, c'est ce qui vient avec les questions humaines, sociales, démocratiques, citoyennes, dans lesquelles tout le monde a son mot à dire. Et puis, en tant que quelqu'un qui a été, je suis là aussi en tant que quelqu'un qui a été aux premières loges sur les questions de débat scientifico-politique, pour avoir été pendant 5 ans président de la partie Assemblée nationale dans l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. C'était notre boulot que d'instruire au plan technique les sujets scientifiques pour les servir à l'arbitrage politique. Et puis en tant que parlementaire en mission, pendant 6 mois, à peu près proche du début de mon mandat, c'était mon boulot, ma responsabilité que de mener les travaux de la petite équipe, une dizaine de personnes, disons, impliquées, qui avait pour charge de préparer le rapport parlementaire remis en mars 2018 au gouvernement pour lancer la stratégie nationale d'intelligence artificielle. De cet exercice, qui a été en soi une aventure extrêmement forte, d'ailleurs qui nous a beaucoup soudés entre membres de la commission, tout le monde appelait ça à l'époque le rapport Villani, mais évidemment c'était une œuvre collective dans laquelle j'aurais pas pu faire même pas 10% du rapport si j'avais été tout seul pour le faire. Et dans cet exercice, j'ai tiré quelques leçons que je vais partager avec vous en guise d'introduction, des choses qui ont été des points forts dans cet exercice de rapport et qui peut-être vous aideront, et puis des pièges dans lesquels on a pu tomber et dans lesquels j'essaierai de vous recommander que vous ne tombiez pas. En premier, ne cherchez pas de définition de l'intelligence artificielle. Il n'y en a pas. Personne ne sait ce que c'est. Mais toutes les personnes qui s'intéressent à ça concluent que le sujet est passionnant. Pourquoi il n'y a pas de définition ? Parce que le périmètre n'est pas bien défini. Quand j'ai commencé la mission, je me suis dit, comme un bon mathématicien, on va commencer avec la définition. C'est la première question que se pose tout mathématicien, comme votre prof de maths. Il vous dit définition, la tangente c'est comme ci, le plan c'est comme ça, ou ce que vous voulez. Mais non, vous cherchez la définition. Après quelques auditions, j'avais bien compris qu'il n'y avait juste pas de définition.
Parce que c'est un ensemble flou, varié de techniques et de technologies qui permettent de faire des tâches qu'on croyait réservées à l'humain. Mais il y a bien des choses qui tombent dans cette définition et pourtant on n'appelle pas intelligence artificielle pour telle ou telle raison. C'est culturel de dire ce qui relève de l'IA ou pas. Et chose qui est sûre en revanche, c'est que c'est juste pas de l'intelligence, que ce soit dit très clairement une fois pour toutes. Ouais, peut-être ça sera répété, l'intelligence artificielle, c'est juste pas de l'intelligence. Ça a été mis en œuvre par des gens intelligents, pour sûr, des gens malins qui ont trouvé des bonnes techniques, mais c'est juste pas de l'intelligence. Et c'est fou, c'est peut-être la leçon principale qu'on doit tirer des progrès des dernières décennies d'intelligence artificielle que je pense personne n'anticipait quand on a commencé à parler d'IA dans les années 50. C'est incroyable finalement le nombre de choses subtiles qu'un algorithme peut faire sans être intelligent. On aurait pu croire que pour rédiger, allez, par exemple, c'est un exemple qui est venu à mon attention récemment, qu'on m'a montré, que pour rédiger une bonne lettre de candidature au sénatorial, il fallait être intelligent, avoir l'habitude d'un territoire, une expérience politique ou pas, mais non. ChatGPT vous rédige aujourd'hui une très bonne lettre de candidature au sénatorial pour vos grands électeurs, à laquelle il n'y a quasiment rien à changer pour que la lettre soit impeccable. Et pourtant, ChatGPT n'a aucune intelligence. Bon, ça doit nous interroger, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Donc, ne passez pas trop de temps à chercher la définition. En revanche, dans ce sujet qui est très pluridisciplinaire et expérimental, passez beaucoup de temps à croiser les regards des disciplines diverses et votre propre regard, et vous demandez-vous comment, du point de vue de votre entreprise, votre institution de famille et tout ça, tous les regards se mélangent. Demandez-vous ce que pensent différents spécialistes dans un sujet qui s'invite partout, que ce soit dans le bâtiment, dans l'éducation, dans la politique, dans la comptabilité, dans ce que vous voulez, parfois avec succès, parfois pas, parfois de façon très positive, parfois de façon très négative. Dans ce sujet qui s'invite partout, demandez-vous à croiser tous les regards. Et conseil suivant, dans un sujet qui est très expérimental, demandez à voir les expériences de près, à voir la démonstration devant vous, à interroger la machine vous-même, à discuter avec quelqu'un qui programme de l'IA, et à pas juste le faire de façon abstraite. Conseil suivant, important dans notre mission, très important en pratique pour le succès des conventions citoyennes. J'en ai vu quelques-uns de ma position de député. Une convention citoyenne qui marche, c'est entre autres choses une convention citoyenne où il y a beaucoup de discussions horizontales entre les membres de la convention. Des relations qui s'effectuent entre les différents membres, pas de façon organisée ou désorganisée, mais étroite, une relation de confiance qui se noue entre les personnes, y compris en dehors du cadre des politiques et des encadrants et des experts, et dans laquelle il y a des temps d'échange qui ne sont pas seulement les temps d'échange organisés par la Convention. Alors, les conventionnels qui ont travaillé pour la Convention pour le climat, c'était peut-être le cas le plus incroyable. Ils bossaient tout le temps, ils bossaient le week-end, ils étaient organisés en sous-groupes, ils se posaient plein de questions. Et ils disaient entre eux, parfois, on va demander un complément d'information aux organisations, on va refuser de répondre à la question qu'ils nous ont posée là parce que ce n'est pas notre boulot, on va faire ceci et cela. Et la confiance qui était acquise là était capitale pour la suite. Donc beaucoup de transferts horizontaux. Sur le périmètre, et ça je l'ai bien vu quand on travaillait sur l'IA, le périmètre on ne l'avait pas défini au départ, on avait dit au départ on va travailler sur ci, ça, mais dans bien des cas on a demandé un complément d'information. On s'est dit il faut qu'on organise une nouvelle table ronde sur le sujet, qu'on aille trouver un nouvel expert. On a bossé nous pendant 6 mois et avec des centaines de personnes auditionnées. Vous n'aurez pas forcément le besoin ou le temps ou la disponibilité pour en faire autant, mais n'hésitez pas à demander un complément d'information. Les experts sont là aussi pour ça. Ça va être l'engagement pour moi devant vous. Si vous sentez qu'il y a besoin d'un complément d'information sur n'importe quel sujet et que vous voulez me poser des questions, je ne serai pas forcément disponible pour venir à Montpellier et vous parler pendant une heure de ci ou cela, mais toujours disponible pour vous dire voici le nom de tel et tel expert, tel qui est très fort sur tel aspect, tel qui est très fort sur tel autre aspect, que vous pouvez contacter, interroger ou demander aux organisateurs de vous mettre en contact, ou tel bouquin que j'ai trouvé inspirant. Comme vous comprenez, moi qui ne suis pas au départ un spécialiste d'intelligence artificielle, loin de là, depuis 5 ans, j'ai été tellement dans un rôle d'antenne là-dessus,
à sans arrêt recevoir des informations, être sollicité pour des conférences, que j'ai mon catalogue, les gens que j'ai repérés qui expliquent bien, ceux qui expliquent moins bien, ceux qui sont extrêmement pédagogues, etc., etc. Et à la fin, c'est à vous de prendre la décision, les décisions tranchées, mais il faut que vous soyez sûr au moment où vous trancherez que vous n'avez pas de regrets. C'est dommage, on n'a pas approfondi telle question, ou là on a un trou, et que vous avez donné tous les moyens pour approfondir. By the way, on avait demandé un report de calendrier, nous, par rapport à la mission. Je ne vous encourage pas forcément à en faire de même, vous avez vos contraintes, mais voyez, toujours, on ne sait jamais. Suivante. Le processus en lui-même, il est important. Savourez-le, profitez-en. Le fait que la mission, elle a eu lieu, c'était quelque chose d'important et ça nous a donné à tous dans la mission de l'expertise pour continuer et pour plus tard dans notre avis ou être sollicité. Le fait que la Convention citoyenne pour le climat a eu lieu, même s'il est conventionnel, la Convention pour le climat, ils ont globalement et une forte majorité exprimé leur forte déception par rapport à la façon dont leurs conclusions ont été prises en compte. Ils ont tous dit que c'était une expérience majeure qui les avait transformés. Et en soi, le fait qu'elle a eu lieu, ça a été quelque chose de majeur. Quelque chose qui a inspiré à l'international, quelque chose qui a donné lieu à des constructions, des prises de parole, des documents qui, en soi, sont quelque chose d'important. Dans le processus démocratique, il n'y a pas que la conclusion qui compte, pas que le vote. Il y a aussi le débat qui précède. Et le débat, parfois et souvent, est bien plus subtil, bien plus riche que les conclusions en elles-mêmes. Et ils ont conscience et travailler sur cet objet qui est ce temps du débat. Puis, dernière chose, travailler pas seulement sur le thème qu'est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir apporter à la société et à la métropole, mais aussi comment est-ce que la métropole, la société peut davantage s'approprier le sujet. Ça veut dire les questions de savoir-faire, de formation, d'éducation, les coulisses, l'implication, etc., etc. Et mettre en place les conditions pour que, quand il faudra, dans quelques années, revoir telle ou telle chose parce que les technologies auront évolué, la société, l'agglomération, la métropole sera mieux préparée qu'elle n'est maintenant pour prendre les choses en main et que vous aurez pu préparer le sujet. Comme des enseignants ou comme des parents qui s'assurent pas seulement de prendre les bonnes décisions, mais de faire en sorte que les élèves, les enfants soient mieux à même, grâce à votre action, de prendre les bonnes décisions. Je ne vous en dis pas plus, chers amis. Demain, on se voit pendant 1 heure. Il y a une petite liste de questions qui m'a été transmise. Pour chacune de ces questions, je tâcherai de vous apporter mes réponses et de vous donner aussi quelques suggestions de personnes ou de lectures ou de contacts qui pourront aider à vous éclairer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Cédric Villani. Merci de votre implication à nos côtés. Je veux, pour conclure et de manière rapide, d'abord vous remercier d'avoir accepté d'être là. Parce qu'on pourrait faire autre chose, en fait, un vendredi soir, un samedi. Et donc d'accepter d'être à nos côtés pour une aventure d'ordre démocratique. Il a été fait référence à la Convention citoyenne pour le climat, qui fut un exercice inédit dans sa forme dans notre démocratie. Dans ces résultats, ça nous permet maintenant, en tant que citoyens, de juger la sincérité des engagements pris ou pas, ou de la capacité à argumenter sur pourquoi ce qui était proposé n'est pas pris. Parce que ici, nous votons des choses qui sont le fruit des campagnes électorales où on a formulé des engagements. Il faut les tenir. Et puis il y a des objets qui surgissent comme ça au milieu de votre action publique. Et nous, ça a été l'intelligence artificielle. Je veux le dire de manière très tranquille. Vous vous promenez dans Montpellier ou dans les gares et on voit les Unes, Le Point, l'Express, l'IA, les emplois supprimés. En fait, on est envahi de ça et c'est un peu vertigineux, les titres de journaux. Tant ça peut faire peur, parler de la démocratie, etc. Bon, nous, il faut qu'on prenne le sujet. Parce que nous, on produit des millions de données à la seconde, le nombre d'usagers dans les transports, les données que les citoyens nous donnent quand ils s'inscrivent sur les listes électorales pour leurs pièces d'identité, les cartes,
la levée de l'impôt et les données fiscales qui sont certes protégées par la CNIL et le RGPD, mais nous sommes dessus et tout ça, ça existe et peut être utilisé demain par l'IA. Et donc, nous, on s'est dit, et je veux le dire comme ça, est-ce qu'on laisse comme d'habitude le sujet aux techniciens, à la technique, aux sachants, qui, dans le modèle, j'ai beaucoup apprécié votre présentation de leur posture, les exemples du diplomate, etc. Et finalement, ils nous y amènent. Ou est-ce qu'on ne va pas chercher à élargir notre spectre avec une discussion collective, une délibération collective, en étant formé et en essayant de s'emparer de ces enjeux. Et c'est le sens de cette convention citoyenne. Voilà comment on y arrive. Moi, quand on a lancé ce projet, j'ai dit en fait, c'était pas à nous de le faire. C'est au président de la République. Parce qu'au fond, l'IA, c'est un sujet qui concerne l'ensemble du pays, l'ensemble des citoyens dans d'autres endroits du monde. Bon, il l'a pas fait et il faut dire qu'il a beaucoup de travail sur beaucoup de sujets. Mais nous, on a pris le point, comme on le dit, et on la lance. Alors, moi, je voudrais m'autoriser à une anecdote qui est ma propre rencontre avec l'IA. Ma propre rencontre avec, je n'ai pas de définition l'IA, mais j'ai l'impression d'avoir vécu un instant. Il existe une start-up à Paris qui s'appelle Askmona, qui est venue s'exprimer à la panacée sur IA et culture, dans le cadre de notre candidature pour être capitale européenne de la culture. Et donc, il y a 3 semaines, à Paris, on me montre un flashcode, flashcode, au dos d'un pins qui représente François Ier. Et moi, qui suis professeur d'histoire-géographie, j'ai une forme de familiarité avec François Ier, qui est enseigné en 5e, dans des termes très faciles, l'édit de Villers-Cotterêts, sur la langue française, qui a pu trouver une notoriété certaine avec la Cité de la francophonie récemment. Et puis, les châteaux de la Renaissance, et voilà, et le roi était ouvert aux arts et aux lettres, et il accueillait Léonard de Vinci, et là, on va montrer le fameux escalier dans le château de Chambord. Si les élèves ont retenu ça, on est très heureux comme enseignant en collège. Très, très heureux. Et donc, je prends le QR code de Askmona et « Bonjour, je suis François Ier ». Tu apparaît à tout son visage. Et posez-moi votre question. Et là, c'est la battle entre le professeur d'histoire et François Ier IA. Et je lui dis, qui est le plus fort entre Charles Quint et François Ier? En 1520, à Chambord se tient l'entrevue appelée du camp du drap d'or, et il y a une rencontre au sommet entre les deux. Et François Ier me répond, assurément Charles Quint est le souverain le plus puissant parce qu'il a le plus vaste territoire, roi d'Espagne, de Hollande et du Nouveau Monde. Mais moi, avec mon royaume et les relations avec l'Italie, ouvert... Et là, je suis impressionné par la capacité d'argumentation de François Ier. Je me dis, je vais continuer la discussion. Que penses-tu de l'édit de Villers-Cotterêts? C'est-à-dire, finalement, dire à tous les ploucs qui parlaient une autre langue, la langue d'oc, ici, mais ailleurs. Et donc, il me dit... et là, il répond avec beaucoup de nuances, en disant « J'ai voulu unifier la langue administrative, mais en mon royaume, il existait des langues régionales. » Je suis avec 2-3 personnes, je suis littéralement stupéfait. Et je me dis, bon, très bien, on va te faire appel à cette société pour qu'il y ait des flashcodes, pour que vous puissiez parler, nous puissions parler avec les 3 Grâces, avec la Maison pour tous Voltaire. Et je me dis, mais on va élever le niveau de culture générale des habitants et on va faire une valorisation patrimoine. Premier chemin. Deuxième chemin, ça c'est comme maire. Puis comme je suis prof d'histoire, je veux vraiment que tout le monde
génial de pouvoir parler avec Voltaire. Enfin, un truc, si c'est le même niveau que François Ier, c'est prometteur. Grâce à l'IA. Absolument. Et je me suis, moi, comme professeur, dit, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Mais enfin, les élèves, ils vont faire copier-coller des discussions avec François Ier. Comme ils font avec Wikipédia, où ils nous racontent la sœur de machin, la date de naissance. Je dis souvent aux élèves, il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête trop pleine, comme tous les professeurs. Ce que je fais est très basique, du point de vue pédagogique, vous l'avez compris. Mais quand même, ça nous met un sacré défi. Et c'est là où je rejoins Cédric Villani. Par exemple, moi, en tant que maire et président de la métropole, je vous attends beaucoup sur savoir-faire et formation. Parce que les agents de nos médiathèques, le périscolaire que nous donnons aux enfants, que nous payons pour les enfants, sur ces sujets-là, vont être sans doute majeurs. Parce que ça va arriver. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on dit? C'est juste mon anecdote. Dans mon emploi du temps, je ne suis pas consacré comme vous. Tu es prêt à dire vendredi soir, plusieurs samedis. Je le faudrais. Mais je veux prendre ce cas très concret pour vous montrer l'ampleur des enjeux qui nous attendent. Et en fait, ce que nous faisons, ce à quoi vous avez accepté de participer, pour lequel vraiment je veux vous remercier, c'est illustrer une vieille maxime qu'on apprend aussi aux élèves, mais qui est très importante. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il y a une technologie, l'IA, mais il doit y avoir une conscience de l'humanité, de nous, sur ce sujet. Et donc, il faut qu'on prenne du temps avec les questionnements, avec les controverses, avec les doutes, avec les hiérarchisations de priorités, avec les points divergents, qui ne sont jamais des oppositions, mais qui permettent d'éclairer les décisions. Et nous, et j'en prends ici l'engagement très solennel en conclusion, vos propositions, vos préconisations, vos réflexions vont nous aider. Et elles seront discutées par les élus pour qu'ils puissent faire les bons choix. Et il y aura une délibération cadre qui reprendra un certain nombre des éléments et qui argumentera sur pourquoi elle ne reprend pas d'autres éléments. Et je vais vous dire une chose, enfin, et je vais quitter l'intelligence artificielle. Mais vous êtes aussi un pari. C'est la première convention citoyenne qui se tient à Montpellier. Et donc, si l'expérience s'avère concluante, je sais qu'elle le sera, elle sera donc une invitation à la reproduire sur d'autres sujets. Parce que c'est aussi un moyen de participer, et là, je ne sais pas si l'IA peut traiter ce sujet, mais à la vitalité démocratique. La vitalité démocratique, c'est d'abord des élus sérieux qui respectent leurs promesses. Ça, pour moi, voyez, j'en discuterai à volontiers avec vous autour du petit pot qui va arriver. C'est évidemment les réunions de concertation, c'est le dialogue avec le tissu associatif, souvent insuffisant, il faut toujours approfondir. Le dialogue avec la société civile, on a un conseil de développement, enfin, il y a beaucoup de choses. Je reconnais ici des figures qui sont déjà engagées dans la vie de Montpellier. Mais là, on vient sur un nouveau dispositif pour le territoire, celui de la Convention citoyenne. Et demain, il y aura d'autres sujets qui n'ont pas été délibérés dans les campagnes électorales, qui sont des temps démocratiques très importants de respiration. En tout cas, moi, je les vis comme tels. Mais ça peut être un moyen aussi, si on y arrive, j'en doute pas, aussi de renouer un peu sur la confiance dans la démocratie. Et ça, c'est aussi très important. Donc, nous avons besoin de vous sur les enjeux de l'IA sur notre territoire, mais aussi de cette première convention citoyenne soit une forme de monstrateur qu'il y a bien aussi un chemin de possible. Et vous voyez, la démocratie, ce n'est pas que un élu ou des élus et des élus ici, c'est des citoyens, c'est une expertise et des chercheurs qui sont là et des élus et qui arrivent à nourrir ensemble des choix qui sont l'expression de l'intérêt général ou qui nous permettent de relever les défis. Il existe beaucoup d'expressions qu'on peut utiliser. Voilà, j'ai été un peu long, je prie de m'en excuser, mais je veux vraiment vous remercier. Et il me tarde
de pouvoir lire le rapport de la première convention citoyenne dans la métropole de Montpellier, consacrée sur un thème indéfinissable, l'intelligence artificielle. Je vous remercie. Peut-être, s'il y a des questions, ou sinon elles peuvent être amicales autour d'un verre de l'amitié. Elles vont donc être amicales autour d'un verre de l'amitié. Allez.